Presque tous les pays du monde ont des dettes, certains plus que d'autres. Mais qu'est-ce que la dette exactement? Le concept de dette nationale est apparu au Moyen-Âge tardif, quand les rois devaient emprunter pour financer leurs guerres. En Europe, tout semble commencer avec la création de la première banque centrale en Angleterre, une institution conçue pour prêter au gouvernement. Elle a été initialement créée par Guillaume III d'Angleterre pour le financement de sa guerre contre la France. Jusqu'à ce point, les rois pouvaient simplement ne pas payer leurs dettes, faisant face aux conséquences par le biais de révoltes, de déclarations de guerre, de ne plus pouvoir emprunter à l'avenir, ou de devoir rembourser les prêteurs par des moyens tels que des terres ou des titres. Avec les obligations publiques émises par ces banques centrales, la dette a réussi à être maintenue et finalement payée. Dans cette vidéo, nous allons faire 5 choses simples. 1. Comprendre en général ce qu'est la dette publique. 2. Découvrir quels pays ont le plus et le moins de dettes. 3. L'évolution de la dette, à l'époque moderne. 4. Les facteurs influençant la dette nationale. Et 5. Comment la dette gouvernementale est payée. La dette publique, aussi appelée dette gouvernementale, nationale ou souveraine, est le montant total d'argent qu'un pays doit à ses prêteurs. Chaque année, le gouvernement d'un pays a un budget d'État de toutes les dépenses et revenus que l'État aura ladite année. Si les dépenses sont supérieures aux revenus, il y aura un déficit, et la dette devrait augmenter. A l'inverse, un excédent permet de réduire la dette. Bien sûr, c'est une simplification excessive. Malgré un déficit, la dette peut baisser grâce à des renégociations ou des taux variables. Et même avec un excédent, la dette peut ne pas diminuer si cet excédent est utilisé pour autre chose. La dette peut être interne si les prêteurs sont dans le pays, ou externe s'ils sont à l'étranger. Mais ce n'est pas pertinent ici. Dans cette vidéo, tout ce que nous voulons savoir, ce sont les chiffres complets, et comprendre quels pays dans le monde ont le plus de dettes publiques. Je vais utiliser comme critère le ratio dette-quotient, produit intérieur brut, car je pense que c'est le meilleur indicateur pour comprendre à quel point la dette d'un pays est réellement lourde. Certains petits pays peuvent avoir des valeurs de dette très faibles, mais ils ont aussi des produits intérieurs bruts minuscules, ce qui les empêche de pouvoir jamais la rembourser, tandis que d'autres peuvent avoir d'énormes dettes, mais des produits intérieurs bruts très importants, ce qui rend ces valeurs gérables. Essentiellement, les pays ayant un faible ratio dette, produit intérieur brut, ont des économies qui produisent et vendent suffisamment de biens et de services pour pouvoir rembourser leurs prêts sans contracter de nouvelles dettes. Plongeons directement dans le sujet. Quels sont les 10 pays ayant la plus grande dette publique mondiale? Rappelez-vous, cela fait toujours référence à la dette en pourcentage du produit intérieur brut, et j'utilise les données du Fonds monétaire international de 2021. Le 256%, le Soudan de 209% et la Grèce de 206%, 175%, le Cap-Vert à 160% et l'Italie à 154%. Le 140 habitants, la Barbade, 138 et Singapour 137. Et les Maldives à 137 également. Bien qu'il soit important de souligner que tous les pays de cette liste, jusqu'à la 17e place, ont des dettes supérieures à 100% de leur produit intérieur brut. Le Portugal par exemple à 130%, les États-Unis ont 133%, l'Espagne 120%, la France 115% et le Royaume-Uni 108%. La carte de données interactive du site web du Fonds monétaire international est excellente pour approfondir le sujet. L'échelle de couleurs nous permet de voir instinctivement les pays ayant le pourcentage de dette le plus élevé. Nous pouvons nous déplacer et survoler chacun d'eux. Il manque malheureusement des données pour quelques-uns. Le plus surprenant, l'Argentine. Les pays avec plus de 50% sont en orange, ceux avec moins de 50% sont en vert. Je dirais que seuls ceux en orange foncé à partir de 75% et plus devraient être préoccupés. Mais ils sont encore nombreux. Et en fait, j'ai été honnêtement surpris par le nombre de pays qui ont encore des dettes nationales raisonnablement faibles. En Amérique, les États-Unis et le Canada sont clairement les pires. En Europe, l'Ouest et le Sud sont ceux qui ne vont pas si bien. En Afrique, ils sont répartis partout. Et en Asie, ce sont les pays de l'Est qui ont le plus de dettes. Et qu'en est-il des pays qui ont le moins de dettes, à l'opposé de ceux qui en ont le plus? Dans le monde entier, ceux qui semblent avoir le moins de dettes sont Macao avec 0%, et Hong Kong avec 2%. Bien que cela puisse être quelque peu injuste, puisqu'ils ne sont pas techniquement des pays, et que la Chine elle-même peut prendre en charge leurs dettes, le Brunei n'a que 2,3%, Tuvalu à 6%, et le Koweït à 7,9%. La République démocratique du Congo à 11,9%, les îles Marshall 14,4%, la Micronésie 15,1% et le Timor-Leste 16,5%.
Mais ce sont tous des pays relativement petits, sauf le Congo. Quels sont les plus grands qui ont peu de dettes? La Russie se démarque certainement, avec l'une des plus grandes économies du monde, et ayant une dette équivalente à seulement 17,9% de son produit intérieur brut. L'Estonie n'a que 20%, le Botswana 22%, et la Bulgarie 25%. Le Luxembourg est proche à 26,3%, et Taïwan à 27,2%. Alors, pourquoi certains pays ont-ils une si grande quantité de dettes, tandis que d'autres parviennent à la maintenir petite? Le principal argument est la taille et la robustesse de l'économie. Si un pays génère beaucoup d'argent, il n'aura pas besoin d'emprunter. Bien que cela ait du sens, ça n'explique pas entièrement ses valeurs. Le Japon a l'une des plus grandes économies du monde, et pourtant, il a le plus grand pourcentage de dettes à l'échelle mondiale. Et comme nous le verrons dans un instant, la raison de ce pourcentage de dette pourrait précisément être leur économie prospère. Le Portugal a aussi une économie assez forte, mais sa dette reste très élevée. Et essayons donc de comprendre pourquoi certains de ces cas sont ainsi, comment les valeurs de la dette ont évolué au fil du temps, et quelles pourraient avoir été les causes de certaines augmentations. Le site web du Fonds monétaire international nous présente une vue de la dette des pays au fil du temps. Les données mondiales n'ont commencé à se remplir qu'autour de 2001. Alors commençons là, et jetons un rapide coup d'œil sur les 20 dernières années. La perception générale, du moins pour moi, est qu'à quelques exceptions près, de 2001 à 2007, la tendance était à la réduction de la dette, ou à la croissance du produit intérieur brut, mais au moins à une réduction du pourcentage de la dette. En 2008, la crise financière a commencé, et surtout aux États-Unis et en Europe, la dette publique a commencé à augmenter. D'ici 2012, cet effet semble s'être propagé au reste du monde, et de là jusqu'à maintenant, il semble que les économies mondiales se sont de plus en plus endettées. C'est très visible. Nous pouvons voir l'augmentation verte à peu près partout, surtout en Afrique de 2001 à 2008, puis l'orange commençant à prendre le dessus partout à partir de 2008. Et ici, nous commençons à comprendre que des événements spécifiques tout au long de l'histoire ont provoqué des booms des pourcentages de la dette publique, parfois ensuite inversés avec le temps, si les pays ont réussi à résoudre leurs problèmes ou n'avaient pas de problèmes sous-jacents. Par exemple, en 1815, à la fin des guerres napoléoniennes, la dette du gouvernement britannique a atteint un pic de plus de 200% du produit intérieur brut. Cette personne sur Reddit, Peachart Pirate, crée ces incroyables organigrammes animés, montrant les valeurs de la dette des pays tout au long de l'histoire, marquant les événements clés qui ont déclenché des augmentations ou des diminutions. Dans celui du Royaume-Uni, nous pouvons voir comment les valeurs étaient autour de 30% jusqu'à la Première Guerre mondiale, augmentant beaucoup pendant cette période, avec une croissance gigantesque pendant la Seconde Guerre mondiale également, puis commençant une trajectoire de récupération à la baisse jusqu'à la crise financière mondiale, de 2008 à 12, où la dette a commencé à augmenter à nouveau. Ce graphique montre l'évolution des dettes des économies du G7. De 2006 à 2016, toutes ont augmenté, à l'exception de l'Allemagne. Et les problèmes de santé actuels auxquels le monde a été confronté ces dernières années ont également eu et auront un impact sur les économies des États, et par conséquent sur leurs dettes. Parce que ces événements sont d'une telle ampleur que l'économie mondiale entière en souffre. Dans ce autre graphique, limité à certains pays européens, nous pouvons également voir cette évolution du ratio dette, produit intérieur brut. La plupart des pays ont débuté le siècle avec des valeurs inférieures à 20% ou entre 50 et 60%, sauf l'Italie, la Belgique et la Grèce, qui ont toujours eu des difficultés à ce niveau. Un cas intéressant est celui de la Bulgarie, qui a commencé avec 97% en 1997 et a réussi à le réduire à 26% en 2017. Ils ont même atteint un minimum de 13% en 2008. Je ne sais pas comment cela a été possible. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. La projection du Fonds monétaire international jusqu'en 2026 est essentiellement que la situation actuelle se maintiendra avec une légère détérioration des valeurs, à l'exception de quelques pays qui seront en mesure de réduire leurs dettes. Alors, pourquoi les pays s'endettent-ils ? Comme nous l'avons vu, cela a beaucoup à voir avec les événements internationaux. Mais les événements internes peuvent également avoir un grand impact. Les États-Unis ont la plus grande dette gouvernementale au monde, bien que leur ratio dette par qui produit intérieur brut ne soit pas le plus élevé. Le gouvernement s'est retrouvé endetté pour la première fois en 1790, suite à la guerre révolutionnaire. Et bien que la valeur ait diminué tout au long de l'histoire du pays, elle a récemment beaucoup augmenté. Ce graphique du Pew Research Center était vraiment utile pour percevoir les pays qui ont une dette élevée en termes d'argent qu'ils doivent, et d'autres qui n'en ont pas autant.
Mais cela correspond toujours à un pourcentage élevé de leur produit intérieur brut ou les deux. La dette des États-Unis croît généralement à cause de la hausse des dépenses publiques et de la baisse des recettes fiscales provenant des entreprises ou des particuliers. Le Japon a le pourcentage et une valeur assez élevée de personnes âgées, comme nous l'avons vu précédemment. Quelles en sont les raisons ? Il semble que cela ait commencé avec la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, le Japon a été dévasté et a nécessité un programme de reconstruction pour se relever. Leur économie a ensuite explosé. Avec des gains de 10% par an, leur marché interne a de plus en plus grandi, mais ensuite la bulle a éclaté, et vers 1992, leur marché boursier a chuté de 30 000 points. Perdre 30 000 points dans quoi que ce soit ne semble pas bon. Honnêtement, je ne sais pas ce que cela signifie. Leur politique fiscale a favorisé les prêts à faible taux d'intérêt, entraînant une croissance accrue de la dette jusqu'à présent. Au Portugal, la croissance de la dette était un léger problème depuis les années 1990, mais s'est aggravée avec la crise financière de 2012. Les difficultés rencontrées par le secteur bancaire du pays ont nécessité une intervention de l'État, et cette intervention a à son tour conduit à une crise de la dette publique. Et en Italie, la dette est un héritage des années 80. Lorsque le ministre du Trésor et le gouverneur de la Banque d'Italie ont signé un divorce entre les deux institutions, avant que la banque n'ait à acheter les obligations du gouvernement qui n'étaient pas placées sur le marché, et ainsi elle a assumé le fardeau du financement de l'État. En gros, la banque assurait le succès des ventes aux enchères d'obligations gouvernementales, en imprimant l'argent nécessaire pour acheter les obligations invendues. Lorsqu'ils ont arrêté, la situation s'est détériorée, coïncidant avec la crise pétrolière qui a stimulé l'inflation mondiale. La Banque d'Italie a finalement dévalué la lire de 40%. De mauvaises décisions financières et un contexte international défavorable ont mené à un important problème d'endettement jusqu'à présent. En résumé, il semble que les pays les plus endettés le soient généralement à cause de problèmes avec leur économie et ou de mauvais choix en matière de politique financière. Ces pays sont donc plus fragiles face aux problèmes internationaux, ce qui entraîne une augmentation de la dette mondiale, alors que d'autres pourront les traverser et les surmonter. Ces économies fragiles, ou parfois simplement plus petites, ne le pourront pas en raison de leurs problèmes précédents. Lorsque vous avez une dette, vous devez la rembourser au fil du temps, en payant le montant emprunté, plus les taux d'intérêt variables. Les pays peuvent payer des montants variables selon l'accord conclu, le moment de l'emprunt et l'état actuel de leur économie, sans entrer dans les détails de calcul au fil du temps. Le Brésil, par exemple, semble être le pays du monde qui paie le plus d'intérêt sur sa dette, suivi de l'Espagne et de l'Islande. Un risque d'endettement élevé survient quand les pays sont plus susceptibles de ne pas rembourser leurs dettes. Cependant, je trouve cela un peu injuste, car il est très rare que les dettes nationales restent impayées. Ainsi, les pays en difficulté économique restent piégés dans ce cercle vicieux financier. Il n'y a que quelques exemples de pays qui ont réellement fait défaut sur leurs dettes, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas payé, comme la Corée du Nord en 1987, la Russie en 1998 et l'Argentine en 2002, et tous ont eu des conséquences internes très négatives. Donc, voici les pays du monde avec le plus et le moins de dette publique. Ce qu'est cette dette, comment elle est créée, comment et pourquoi elle augmente et comment elle peut diminuer. Quelle a été l'évolution des ratios de dette par rapport au produit intérieur brut au fil du temps et comment cela a varié en fonction des événements mondiaux ainsi que des politiques gouvernementales. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le souhaitez et laissez un commentaire avec votre opinion à ce sujet. Je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales.